Salut à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Comme chaque dimanche, votre rendez-vous avec l'actualité japonaise. Si vous êtes nouveau ici, sachez que toutes ces vidéos sont découpées en chapitres, donc vous pouvez cliquer par ici pour sauter vers la partie qui vous intéresse. Et vous trouverez également dans la description juste en bas le lien vers les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Sans plus attendre, passons au titre de ce journal et nous commencerons par parler d'une loi qui vise à encourager les pères japonais à prendre des congés de paternité. Parce que très peu de personnes les utilisent, alors qu'en réalité, la loi japonaise est très généreuse, et vous allez peut-être halluciner, mais le Japon est le pays au monde qui a la loi la plus généreuse en matière de congés parentaux. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans quelques instants, et vous verrez que la loi c'est une chose, mais que la réalité c'est autre chose. Ensuite, on parlera du prix et de la taille des appartements neufs à et autour de Tokyo, et également du prix des terrains au niveau national. Alors, petit spoiler, les prix augmentent et les surfaces diminuent. On continuera avec une autre augmentation, mais cette fois c'est celle des ventes de mangas en 2021 et on verra quels supports ont été les plus populaires et je vous dirai également quels mangas se sont le plus vendus l'année dernière. Et on terminera ce journal en parlant d'une loi qui vise à assouplir les règles requises pour utiliser des trottinettes électriques au Japon. Parce que pour l'instant elles sont autorisées, mais les lois sont tellement contraignantes qu'au final presque personne ne les utilise, mais ça va peut-être changer avec cette loi. On commence donc ce journal avec une nouvelle loi qui vise à créer des conditions favorables et à encourager les pères japonais à prendre des congés paternité après la naissance de leur enfant, ou bien des congés parentaux pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour s'occuper de leur enfant après sa naissance. Et pourquoi une telle loi, vous me direz? Eh bien tout simplement parce que très peu de pères japonais prennent ce type de congé. Alors qu'en réalité, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la loi japonaise est très généreuse et le Japon est le pays au monde qui donne le plus de congés parentaux rémunérés. Vous allez peut-être être étonné, mais les parents japonais peuvent prendre jusqu'à 1 an de congé parental pour s'occuper de leur enfant. Ces congés sont rémunérés à hauteur de 67% pendant les 6 premiers mois, avec cependant un plafond à 285 000 yens par mois, et pour les 6 mois suivants à 50% de leur ancien revenu, avec cette fois un plafond à 213 000 yens. Donc c'est très très généreux, c'est même beaucoup mieux qu'en France ou que dans beaucoup d'autres pays, mais, et il y a un gros mais évidemment, ça c'est la loi, mais dans la réalité il y a beaucoup de freins à prendre ce type de congé et très très peu de pères prennent ces congés justement. Avant de vous expliquer pourquoi très peu d'hommes prennent ce type de congé alors que c'est si généreux, une autre information, c'est que en juin 2021, une autre loi avait fait passer le congé paternité au moment de la naissance de l'enfant à 1 mois à prendre soit d'un coup, soit en 2 périodes de 2 fois 2 semaines, et pendant cette période, les pères sont rémunérés à 80%. Voilà, cette loi n'est pas encore appliquée, elle le sera à la fin de l'année. Malheureusement, avec une loi si généreuse, eh bien, dans la réalité, très peu de jeunes pères prennent ce type de congé paternité. Pendant des décennies, le taux de pères prenant ces congés est resté proche de zéro. Il a récemment augmenté timidement pour arriver à 12,6% en 2020 et le gouvernement japonais aimerait donc faire augmenter ce pourcentage et qu'il passe à 30% d'ici 2025. Pour y arriver, il y a donc depuis début avril cette nouvelle loi qui impose aux sociétés japonaises d'expliquer clairement leurs droits à leurs employés, que ce soit des employés hommes ou des employés femmes. Et également de leur demander s'ils ont l'intention de prendre ce type de congé à l'avenir. Le ministère du Travail insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas se contenter de leur dire leurs droits simplement, mais les sociétés doivent essayer de créer une ambiance, une atmosphère favorable à la prise de ce type de congé. Donc ça c'est la loi, mais dans la réalité les faits sont très différents. Et d'ailleurs, une enquête réalisée par le gouvernement l'année dernière auprès d'hommes entre 20 et 40 ans révélait que 42% d'entre eux n'avaient pas du tout l'intention de prendre ce type de congé s'ils venaient à être pères. Et la raison évoquée pour ce refus, c'était pour ne pas nuire à leur société. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand un employé prend un congé, que ce soit quelques jours ou quelques semaines, son travail est réparti entre ses collègues. Donc en général, les collègues ne sont pas très chauds parce qu'ils ont déjà leur charge de travail, et en plus, la direction, en général, est plutôt frileuse. Ce qui explique notamment pourquoi seulement 8,4% des hommes interrogés déclaraient avoir l'intention de prendre un congé de plus d'1 mois. En plus, dans encore de très nombreuses boîtes japonaises aujourd'hui, si on prend un long congé comme ça, on peut faire une croix sur les promotions, voire une croix sur sa carrière tout court. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les promotions, les augmentations de salaire sont liées à l'ancienneté et à la présence au travail. La compétence, le travail effectué, en général, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être présent au bureau, de montrer qu'on est là, même si on reste jusqu'à 22 heures en faisant rien du tout, mais en faisant semblant d'être occupé. Voilà, c'est ça qui compte dans beaucoup de sociétés japonaises encore aujourd'hui. Alors, heureusement, les mentalités changent.
toutes les sociétés ne sont pas comme ça, mais ça reste encore, j'ai l'impression, la norme dans beaucoup de boîtes. Heureusement, comme je le disais, certaines boîtes essayent de faire changer les mentalités, et il y a notamment l'exemple d'une boîte d'investissement immobilier qui a remarqué que tous ses employés ne prenaient pas ce congé paternité, et donc depuis 2020, elle pousse, elle force ses cadres dirigeants à prendre ce type de congé pour donner l'exemple et pour que les autres employés, justement, n'aient pas peur de prendre ces congés paternité. Et en plus, en janvier de cette année, cette même boîte a mis en place un système où, lorsqu'un employé part pour un type de congé quel qu'il soit, et que son travail doit être réparti dans son service ou dans d'autres services, les collègues qui se portent volontaires pour effectuer ces tâches sont récompensés. Une autre entreprise est arrivée à un résultat impressionnant de 86% de ses employés masculins avec enfants qui ont pris des congés pour s'occuper de leurs enfants en 2020. Cette société a simplement mis en place un calendrier en commun où tous les employés masculins peuvent écrire ce qu'ils doivent faire pour leur enfant, quand ils doivent aller le chercher, quand ils doivent s'absenter. Donc ça facilite beaucoup la communication et la répartition des tâches. Et en plus, lorsque les employés font du télétravail, ils peuvent participer aux réunions en ligne avec leur enfant, même s'il est à leur côté. Voilà deux initiatives qui ont l'air de fonctionner, donc espérons que ces initiatives soient reprises par d'autres sociétés et qu'avec les nouvelles lois que le gouvernement prend, de plus en plus d'hommes japonais prendront ce type de congé. Parce que d'après les témoignages de ceux qui ont eu le courage ou qui ont eu l'opportunité de prendre ce type de congé, ils étaient tous très heureux de l'avoir fait, ils ont découvert des choses et puis ils ont réalisé que finalement, même s'ils étaient absents, leur société n'allait pas s'écrouler. Voilà, donc il y a encore du boulot de ce côté-là, mais c'est un pas dans la bonne direction. On continue ce journal en parlant d'immobilier et plus précisément du prix et de la surface des appartements neufs à et autour de Tokyo. Donc les prix augmentent et les surfaces diminuent. C'est en tout cas ce que montrent les résultats d'une enquête réalisée auprès d'acheteurs d'appartements neufs à Tokyo et dans 3 préfectures voisines, à savoir Kanagawa, Chiba et Saitama l'année dernière. Une petite précision, cependant, il s'agit du prix des appartements neufs dans ce qu'on appelle au Japon des mansions. Donc les mansions, ce sont des condominiums, c'est-à-dire tout simplement des immeubles dans lesquels les appartements sont en copropriété. Et le prix moyen de ce type d'appartement a encore augmenté l'année dernière. Et au final, 22% de ce type d'appartement se sont vendus entre 50 et 60 millions de yens, ce qui équivaut à peu près à 360 à 430 000 euros. Il y a même 36% d'entre eux qui se sont vendus à plus de 60 millions de yens. Alors je vous donne les équivalents en euros, mais il faut bien garder en tête que ça n'a pas grande valeur. Il faut prendre en compte le cours des monnaies qui varie évidemment beaucoup. Et en ce moment, le yen est assez faible. Et il faut également prendre en compte beaucoup d'autres facteurs comme le salaire moyen ou les taux d'intérêt par exemple. Voilà, mais bon, à titre d'information, je vous mets les montants en euros. Et donc, le prix moyen d'un appartement neuf dans ce type d'immeuble, l'année dernière était de 57 millions de yens, ce qui fait à peu près 410 000 euros au cours du yen d'aujourd'hui. À titre de comparaison, c'est à peu près le même prix qu'une maison neuve de 100 mètres carrés avec une place de parking et un petit bout de terrain, pas trop loin d'une gare dans un bon quartier à Yokohama. Voilà. En plus, dans le prix d'une maison, les 3/4, alors ça dépend des quartiers, mais une grande partie du prix est le prix du terrain. Et vous allez voir tout à l'heure que le prix des terrains, en tout cas dans les grandes villes, ne diminue pas, c'est plutôt même le contraire. Voilà, donc moi je dis ça, je dis rien. Et pour en revenir aux appartements, même si les prix augmentent constamment, la surface habitable moyenne, elle, diminue constamment. Et l'année dernière, elle est descendue jusqu'à 66 mètres carrés en moyenne. Et si en 2001, il y avait seulement 23% des appartements neufs vendus qui faisaient moins de 70 mètres carrés, en 2021, ils représentaient 48% de l'ensemble des appartements vendus. Voilà pour les appartements. Un petit mot pour rester dans le même domaine sur le prix des terrains. Et donc, au niveau national, on apprend que le prix moyen des terrains a augmenté l'année dernière de 0,6%. Comme dans beaucoup de pays, la pandémie et le télétravail, les restrictions, même si au Japon, elles n'étaient pas très fortes, ont poussé de plus en plus de personnes à vouloir quitter un peu les grandes villes et le centre de Tokyo et à s'installer en périphérie. Et c'est pour ça notamment que la ville de Saitama, donc dans la préfecture de Saitama au nord de Tokyo, a vu le prix du terrain moyen augmenter de 1,5% et à Yokohama également, le terrain a augmenté en moyenne de 0,8%. Et la hausse a même été beaucoup plus forte dans d'autres villes, donc notamment à Sendai, Sapporo, Hiroshima et Fukuoka, où en moyenne, le prix des terrains a augmenté de 5,8% l'an dernier. C'est à mettre au compte donc de la pandémie du télétravail évidemment, mais aussi au développement des moyens de transport et
aux nouveaux moyens de communication. Voilà, vous l'aurez compris, hein, avec tout ça, eh bien pour l'instant, en tout cas, être propriétaire d'un terrain au Japon, comme moi, c'est plutôt une bonne affaire, donc j'espère que ça va continuer. Une petite annonce avant de continuer avec le prochain sujet, j'aimerais faire une nouvelle vidéo de foire aux questions. J'en ai déjà fait 2 sur ma chaîne, donc si vous ne les avez pas vues, allez jeter un coup d'œil, hein, vous apprendrez peut-être quelque chose, et donc j'aurai besoin de vos questions. Donc si vous avez des questions sur le Japon, sur moi, sur la chaîne YouTube ou sur autre chose, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre question. J'essaierai de répondre à toutes les questions si c'est possible dans la vidéo. Et puis si vous n'avez pas de questions, eh bien n'hésitez pas quand même à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et un petit like, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, merci à tous pour vos questions et pour vos likes. On enchaîne avec le sujet suivant. Bien, après l'augmentation du prix des appartements, une autre augmentation, mais cette fois c'est celle du nombre de mangas vendus l'année dernière. Parce qu'il faut savoir qu'en 2021, eh bien, les ventes de mangas ont véritablement décollé, notamment grâce aux restrictions, parce qu'il n'y a pas eu de confinement, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont limité leurs sorties et qui sont restées beaucoup chez elles, et donc forcément, il fallait s'occuper, donc elles ont lu des mangas, mais c'est également grâce au développement de plus en plus fort du contenu dématérialisé. Et effectivement, aujourd'hui, il est plus facile que jamais d'acheter et de lire des mangas, que ce soit sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son smartphone, évidemment. Et ça se voit d'ailleurs très clairement sur la répartition des ventes entre les mangas papier et les mangas en version numérique. Voilà. On y reviendra dans un instant. Pour en revenir à l'augmentation des ventes en 2021, eh bien, il faut savoir qu'en 2020, après plusieurs années de baisse consécutive, il y avait eu une véritable explosion des ventes, notamment grâce au phénomène Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, qui avait vraiment cartonné et qui s'était vendu à des millions d'exemplaires. Et là où tous les spécialistes s'attendaient à une baisse finalement en 2021, eh bien à la place il y a eu une augmentation encore de 10%. Et parmi les titres qui ont fortement contribué à cette augmentation des ventes, il y a évidemment le phénomène Jujutsu Kaisen, qui est sorti fin 2020 et qui a eu un film au cinéma ensuite l'année dernière et qui a vraiment cartonné sur tous les supports. Et donc, conséquence directe, il s'est vendu l'année dernière pas moins de 31 millions de mangas de cette série. Voilà, vous le savez maintenant, mais quand un animé cartonne, que ce soit sur les services de streaming ou au cinéma, eh bien, conséquence directe, les ventes de mangas s'envolent par la suite. C'était le cas pour Demon Slayer et pour Jujutsu Kaisen évidemment, mais c'est aussi le cas pour My Dress Up Darling, Kisekoi en japonais, dont j'ai parlé il y a 3 semaines, qui s'était déjà très bien vendu suite à la sortie de la saison 1 de l'animé et qui continue. Et on a appris cette semaine qu'il s'était vendu au total depuis la sortie du manga 6 millions d'exemplaires à travers le monde. L'année dernière, il y a eu également 2 petits événements dans le monde du manga, c'est la sortie du 100e numéro de One Piece et de Conan, Détective Conan, qui est juste derrière moi, qui sont des séries très populaires au Japon. Et en plus, Demon Slayer a continué de se vendre comme des petits pains et il est arrivé 2e au classement l'année dernière avec 29,5 millions de mangas vendus. Et juste derrière Kimetsu no Yaiba, on retrouve en 3e place Tokyo Revengers qui a profité du buzz de l'anime l'année dernière, qui était un grand succès. C'était plutôt pas mal, moi je l'ai bien aimé. Et il s'est vendu donc 25 millions de volumes de ce manga en 2021. Au pied du podium, on retrouve en 4e position Attack on Titans, donc Shingeki no Kyojin, qui s'est vendu à 7,3 millions d'exemplaires, et numéro 5, My Hero Academia, qui s'est quand même vendu à 7 millions d'exemplaires. Avec tout ça, les ventes de mangas en 2021 ont représenté 676 milliards de yens, soit à peu près 5 milliards d'euros. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 10% de plus qu'en 2020, et ça permet pour la première fois au manga de représenter plus de 40% de tout le domaine de l'édition au Japon. Et en ce qui concerne les types de supports, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais les ventes de mangas en numérique ont augmenté de 20% en 2020, ce qui fait qu'au total, sur 5 ans, elles ont carrément doublé. Par contre, l'année dernière, les ventes de mangas papier ont augmenté seulement de 0,4% et les ventes de magazines de manga, elles, ont baissé de 11%. Voilà pour les chiffres de vente de l'année dernière. Donc si pendant quelques années, le manga papier était en crise et les chiffres baissaient d'année en année, eh bien il semble que enfin la transition vers le numérique se soit faite et que les ventes repartent à la hausse. Allez, on termine ce journal avec une nouvelle qui va faire plaisir, j'en suis sûr, aux amateurs de trottinettes électriques. Voilà, je sais qu'en France et en Europe, elles sont très populaires, mais au Japon, c'est très rare. J'en ai vu, je crois, 2 fois depuis que j'habite ici. Il faut dire que jusqu'à maintenant, les trottinettes électriques sont dans la même catégorie que les motos. Et donc, les règles et les conditions pour les utiliser sont vraiment très contraignantes. Il faut un permis de conduire, il faut les immatriculer, elles doivent avoir des rétroviseurs, on doit mettre un casque pour les utiliser. Alors ça, personnellement, je pense que c'est plutôt pas mal pour la sécurité. Et en plus, on ne peut les utiliser que sur la route, donc avec les autres véhicules.
Mais les choses sont sur le point de s'améliorer parce que mardi 19 avril, le Parlement japonais a promulgué une loi qui vise justement à assouplir ces règles. Quand cette loi sera mise en place, eh bien, on pourra conduire des trottinettes électriques dont la vitesse maximale est de 20 km/h sans permis. On pourra les utiliser donc sur les routes comme d'habitude, mais également sur les pistes cyclables et à condition de rouler à moins de 6 km/h sur les trottoirs également. En revanche, elles seront toujours interdites aux personnes de moins de 16 ans. Concernant l'immatriculation et les rétroviseurs, j'ai rien lu à ce sujet dans les articles que j'ai lus, donc renseignez-vous bien si vous voulez acheter une trottinette électrique au Japon. J'imagine que ces conditions ont dû disparaître, mais je ne suis pas sûr, donc voilà. Cherchez bien avant de passer à la caisse. Et de toute façon, cette loi ne sera appliquée réellement que d'ici 2 ans. Donc voilà, vous avez le temps de chercher et d'économiser. Et dans la même loi, il y avait également un volet qui concernait les véhicules autonomes de niveau 4. Et donc cette loi, avec application cette fois d'ici 1 an, eh bien, visait à autoriser certains de ces véhicules dans certaines zones, avec par exemple des bus sans chauffeur. Alors pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ne savaient pas que les véhicules autonomes étaient divisés en plusieurs niveaux, eh bien il faut savoir qu'il y a 5 niveaux. Et donc au niveau 1, les véhicules peuvent juste accélérer, freiner et tourner, et au niveau 5, ils sont complètement autonomes. Voilà. Donc le niveau 4 représente les véhicules qui peuvent effectuer toutes les manœuvres de conduite dans une zone restreinte. Enfin, des robots autonomes de livraison roulant à moins de 6 km/h pourront aussi être autorisés à circuler après avoir été déclarés aux autorités. Alors il y a déjà eu quelques véhicules qui ont été autorisés dans certaines zones ou pour certaines occasions, notamment pour les Jeux Olympiques, mais gageons qu'avec ces règles, eh bien, il y aura de plus en plus de véhicules autonomes au Japon dans la rue. Pour l'instant, j'en ai jamais vu, mais si jamais j'en croise un, eh bien, je ferai une vidéo et je vous le montrerai. Voilà pour l'actualité de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous ne savez pas quoi regarder après cette vidéo, sachez que cette semaine, j'ai sorti une vidéo sur le musée des Romances-Cars. Donc, c'est un musée des trains que j'ai visité il y a quelques jours avec mon fils. Donc, on y voit évidemment des trains, mais on y voit également la boutique souvenir qui est vraiment super sympa. Et aussi une énorme maquette avec un cycle jour-nuit qui représente Tokyo et sa région. Voilà, donc même si vous n'êtes pas fan de train, parce que moi personnellement les trains ça m'intéresse pas plus que ça, j'ai trouvé le musée très sympa, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'infos sur le Japon.